Nous sommes nous qui avons fait ce pays. Nous sommes candidats, nous tous, villageois, citadins, ouvriers, paysans. Nous sommes candidats dans ma candidature et nous sommes candidats pour gagner. Gbagbo s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Il est allé à Paris pour demander le droit d'asile politique. Donc, parmi nous, il faut que quelqu'un aille en exil pour faire connaître notre combat à l'extérieur et après, on va le reprendre à l'intérieur. Le débat a eu lieu. Un petit bourgeois qui veut fuir, il veut fuir le lieu du combat à Faye. Vous connaissez dans les milieux là, dans les milieux militants et dans les milieux intellectuels, il y a toutes sortes de... Mais là aussi, je savais que c'était là le chemin. Reconnaître qu'il puisse y avoir un réfugié politique ivoirien, c'était reconnaître que le régime de Houphouët-Boigny n'était pas un régime de liberté. Donc, premièrement, j'avais convaincu les camarades qu'il fallait mener le combat pour la démocratie. Deuxièmement, maintenant, je les convainc qu'il faut qu'un d'entre nous aille en exil. Après quelques heures de discussion, ils ont accepté. Et c'est moi qui ai été naturellement désigné. Je pars donc de la gare de Treichville en train, en wagon couchette. Je suis accompagné d'un de nos camarades qui s'appelle André Kwasi. Son surnom, c'est Lokosué, parce que lui, il avait déjà fait 1 an à Ouagadougou. Donc, je lui ai expliqué la situation, qu'il connaissait parce qu'il écoutait la radio. Il m'a délivré le billet, mais sans mettre mon nom dessus. Parce qu'on avait peur que le siège d'Air Afrique étant à Abidjan, que le terminal ordinateur ne montre que j'étais en train de partir. Quand il est parti en exil, l'exil a duré quand même 6 ans et demi. Hein, et je suis restée seule à élever les enfants pendant 6 ans et demi et ça n'a pas été facile. Je suis allé dans un hôtel, un petit hôtel dans le 16e, que je connaissais, un tout petit hôtel. Je suis resté là 2 jours. J'ai appelé Ouaraga Obou, qui était à l'époque en Paris, en train de rédiger sa thèse. Il est venu me rejoindre et lui et moi, nous sommes allés chez une de mes amies, Jocelyne Rodriguez, qui m'a prêté une chambre. C'est de chez elle que j'ai commencé à faire les démarches pour avoir le statut de réfugié politique. La lettre manuscrite que j'ai écrite, elle est publiée dans un ouvrage que j'ai intitulé « Agir pour les libertés » en 1991. J'ai trouvé ce moment-là très important dans ma vie. Et les choix, je ne parle pas du choix politique, le choix politique était déjà fait. C'est parce que le choix politique était déjà fait que je suis parti. Je l'ai rencontré pour la première fois le 28 juin 1982, pratiquement 3 mois après son arrivée à Paris en exil. À l'époque, j'animais une petite revue trimestrielle qui s'appelait Libération Afrique et nous avons fait un débat sur la littérature africaine. Il y avait d'ailleurs Mongo Betty, Jean-Marie Adiafi, Paul Dakeyo et une de mes amies qui participait à l'équipe de Libération Afrique qui est arrivée avec Laurent Gbagbo. Lui-même, outre ses ouvrages, je dirais universitaires d'ailleurs, puisqu'il venait de sortir un livre chez l'Harmattan, avait écrit une pièce de théâtre, Sundiata, et je crois qu'il a eu à cette occasion-là des points de vue assez, je dirais, assez décapants, notamment sur la situation de l'exil et sur la situation de beaucoup d'écrivains qui, effectivement, d'ailleurs, comme Mongo Betty, ont passé l'essentiel de leur vie en France. Me voici engagé dans la demande d'un droit d'asile. J'ai donc écrit cette demande-là en avril 1982. On m'a répondu en juillet pour me dire qu'elle m'était refusée. Il y a eu un appel. Vous imaginez bien que, vu les relations entre François Mitterrand et Houphouët-Boigny, la chose était éminemment délicate. Tous les 3 mois, j'allais à la police et on me délivrait un papier provisoire.
Cela servait pour vérifier que je suis physiquement là. Et cela servait aussi pour avoir l'œil sur moi. Bon, et donc, ça a duré jusqu'en 1985. Mais là encore, c'est Houphouët qui m'a aidé indirectement. Parce qu'en 1983, il a fait un discours qui a été très mal reçu en France. J'ai des milliards à l'étranger, mais pas de la Côte d'Ivoire. Quel est l'homme sérieux dans le monde qui ne place pas une partie de ses biens en Suisse? Dès ce jour, ceux qui avaient mon dossier m'ont appelé pour me dire, Monsieur Gbagbo, vous aurez votre papier d'exilé. Il a obtenu ce statut après beaucoup de luttes, d'explications. Il l'a eu en septembre 1985. Pendant l'été 1982, j'ai quitté le domicile de mon amie Jocelyne. Je suis allé faire un mois chez un autre enseignant. Et puis après, j'ai été reçu à la rue des Écouffes par une dame qui a mis gracieusement à ma disposition un appartement qu'elle avait là, un studio qu'elle avait là et qu'elle n'occupait pas. C'est dans cette maison, la rue des Écouffes, dans le quartier des Marais, que j'ai rédigé pour une alternative démocratique pendant l'hiver. L'ouvrage est sorti en septembre 1983. Je suis très heureux qu'il ait eu un très grand écho en Côte d'Ivoire, même s'il était échangé sous les manteaux, comme on dit, mais c'était vraiment notre première grande victoire. Outre cette publication Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, il a aussi réalisé un dossier assez important dans la revue de Mongo Betty, Peuples noirs, peuples africains à l'époque, en 1984. Bon, il a collaboré aussi à l'État du Monde que publiaient les éditions La Découverte. Et il a donc pas mal écrit, puis évidemment il y avait une activité, je dirais une activité aussi militante, de réunion. Bon, il était connu dans les milieux ivoiriens et bon, il allait faire aussi des conférences en province, à Paris, quand il pouvait, parce que d'ailleurs en février 1984, il devait faire une conférence sur le pluralisme en Côte d'Ivoire et cette conférence a été interdite par la préfecture de police de Paris au risque qu'elle pouvait porter atteinte à l'ordre public. Il ne faut pas oublier quand même que le ministre de l'Intérieur à cette époque-là en France, c'était Gaston Defferre, qui est un ami de très longue date du président Houphouët-Boigny. Bon, après, j'ai fait beaucoup de conférences, mais je me suis donné un instrument important de combat. C'est la création du MID, Mouvement Ivoirien pour les droits démocratiques. C'est à l'intérieur du MID que j'ai recruté Domino en 1984. C'est ainsi que j'ai recruté Indri Marius. Et puis, en 1986, c'est peut-être une coïncidence, mais il y a les élections législatives en France. La droite gagne. Le président du RPR, Jacques Chirac, devient Premier ministre. Peu de temps après, Gaston Defferre meurt. Et c'est en ce moment-là que je reçois un coup de fil d'un commissaire qui veut qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Alors je me fais accompagner de mon ami Guy Laberty, chez qui j'habitais déjà en ce moment-là. Je l'ai accompagné, c'était au Rosès, qui était un bar-brasserie de la place d'Italie. Et nous avons rencontré deux responsables des renseignements généraux, dont le commissaire Sabatier d'ailleurs, et qui lui ont demandé est-ce vrai que vous avez l'intention de rentrer dans votre pays ? Parce que les autorités ivoiriennes ont précisé au ministre français que vous aviez l'intention de venir et que sont tout à fait disposés à payer un billet retour en première classe UTA. À l'époque, c'était encore UTA. Alors je lui ai dit, moi, mon désir le plus ardent, c'est de vivre dans mon pays.
Mais je travaille à ce qu'il soit instauré un régime démocratique. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, le commissaire des renseignements généraux a dit écoutez, merci de ce que vous nous dites, parce que nous n'aurions pas voulu une deuxième affaire Ben Barka, faisant ainsi allusion à l'enlèvement du leader de l'opposition marocaine, et qui est mort, après avoir été enlevé, et à Paris. Évidemment, le lendemain, je me suis précipité au journal Libération, et je me suis adressé à Pierre Aski, je lui ai raconté tout. Il en a fait un article. Je me souviens très bien qu'il avait fait un très joli jeu de mots en disant Laurent Gbagbo, l'Ivoirien qui n'a pas la cote, et dans laquelle il racontait cette histoire. Et je crois que là, en écrivant cet article, il a aussi contribué à le protéger. Nous avons publié en 1986 un spécial Côte d'Ivoire dans la revue Peuple Noir, Peuple Africain. J'ai fait un certain nombre d'articles dans quelques journaux, un certain nombre d'interviews aussi. Et puis, nous décidons de montrer aux Ivoiriens ce que nous allons faire si nous sommes au pouvoir. Donc, nous décidons d'écrire un programme de gouvernement. Mais c'est les camarades qui sont ici qui travaillaient dessus. Hein. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, c'est eux qui travaillaient dessus. Moi, on m'envoyait les articles, je coordonnais, je corrigeais, etc. Le premier tome de ce programme, il n'y aura jamais de tome 2. Il sort sur le marché en 1987. Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. S'il y a une personne à qui le retour au multipartisme aura rapporté le plus, c'est certainement vous, M. Laurent Gbagbo. Cela n'a rien de surprenant quand on regarde votre trajectoire personnelle. Car très tôt, vous aviez manifesté une volonté de rupture parce que certainement, vous avez une autre vision du devenir de notre pays. J'ai expliqué à travers le monde que le parti unique se ressemble partout. Que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit dans l'Asie du Sud-Est, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, le parti unique finit inéluctablement par sécréter une dictature. Et non seulement une dictature, mais une dictature d'un individu. Par conséquent, j'ai attiré l'attention de façon permanente sur l'attention de mes interlocuteurs, sur le fait que les statistiques économiques de 60 à 80 ne devraient pas faire occulter les problèmes des libertés publiques et individuelles. Ça, c'est la première des choses qui était d'ordre, qui était de l'explication. Écoutez, je suis arrivé à Paris en 82. Je pouvais tout tranquillement demander une carte de séjour ou bien demander même une carte nationale d'identité, une carte française, une nationalité française. Parce que je peux avoir une nationalité française. Et puis, j'ai choisi de demander le droit d'asile politique. Parce que le droit d'asile politique était un combat et un combat politique. Celui qui m'accordait le droit d'asile politique, qu'on reconnaissait en même temps que le pays dans lequel je vis est un pays dictatorial. J'ai tissé des relations entre mon propre parti et le Parti socialiste français. Mais à travers lui, avec tous les autres partis socialistes d'Europe. Donc nous ne sommes plus des inconnus. J'ai coordonné la publication de l'ouvrage collectif Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. On avait indiqué la voie, maintenant nous indiquons concrètement ce que nous allons faire dans chaque secteur d'activité. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il ne restait plus qu'à revenir en Côte d'Ivoire pour faire la révolution. Finalement, nous avons décidé que je rentre. Dès que j'ai mis les pieds en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y avait une très grande méprise entre Houphouët-Boigny et moi-même. Il pensait que j'étais rentré parce que j'étais fatigué de lutter. Et que donc, naturellement, je rentrais pour être à ses côtés. Or, moi, je rentrais parce que j'avais exécuté la première partie du travail que je devais exécuter en Europe. Donc, il fallait que je vienne
pour que nous continuions. Or, précisément, le parti était en train de préparer le congrès constitutif du Front populaire ivoirien. Donc, je rentrais pour tout cela. Alors, il y avait une grande méprise. Il me fallait être sur une ligne difficile à tenir parce que ce n'était pas bon que je rompe. Ce n'était pas bon que ce soit moi qui rompe avec Oufoué. Il fallait laisser ce soin-là lui-même. Donc, bon, c'est cette ligne-là que j'ai dû tenir. Certaines situations sont de nature à propulser une lutte, à lui faire franchir une étape décisive. Il a suffi que Laurent Gbagbo prononce un mot, un seul mot, pour que le pays tout entier s'enflamme et que sa bataille bascule du bon côté. Après donc ma maîtrise à la Sorbonne, je reviens en Côte d'Ivoire où j'enseigne 6 mois et je suis arrêté. En septembre 1970, je débute ma carrière de jeune enseignant, j'avais 25 ans. Et je suis professeur au lycée classique. J'étais un peu un enseignant atypique. Certains élèves dans mes classes avaient le même âge que moi. À cette époque-là, je ne connais plus les programmes de maintenant. On avait le partage du monde en 2 blocs. Quand j'ai parlé du conflit du Moyen-Orient, j'ai dit que Israël était allié au bloc occidental et que l'Égypte, de Nasser et autres, étaient alliés au bloc soviétique. Je crois que la fille de l'ambassadeur d'Israël n'a pas tellement apprécié parce que j'avais utilisé le mot impérialiste pour désigner le bloc occidental. Alors elle n'a pas apprécié. Elle a levé la main, je lui ai donné la parole. C'était une très bonne élève. Hein. Elle a dit qu'elle voulait parler pour son pays et défendre l'image de son pays. Je lui ai dit que non. En début d'année, j'ai distribué des sujets d'exposé. Elle a choisi d'exposer sur le conflit du Moyen-Orient. Donc elle parlera en ce moment-là. Et puis qu'en classe, il n'y a pas de prof, il y en a un seul. Et que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi. Et j'ai continué donc à donner le cours. Un moment, elle s'est levée et elle a voulu parler quand même. J'ai demandé au surveillant de la sortir. C'était un vendredi. Le lundi, j'arrive au lycée. Tous les élèves étaient dehors. Tous les élèves de toutes les classes. Grève générale. Je demande ce qui se passe. On dit, ah, on veut arrêter Gbagbo. Le téléphone sonne, c'est le ministre qui m'appelle. Le ministre de l'Éducation nationale, Lori Ogedi. Et il demande au proviseur de venir avec moi. Nous voilà embarqués dans une aventure. On monte dans une voiture, on arrive au ministère. Le ministre est entouré de tous ses collaborateurs. Et on me pose une question assez incongrue. Quel type de cours j'ai fait? J'ai dit que je ne comprenais pas. Le ministre dit, oui, on vous accuse de faire des cours communistes. J'ai dit, ça veut dire quoi un cours communiste? J'ai demandé au ministre, qu'est-ce que ça veut dire un cours communiste? Mais pendant ce temps, ce qui est plus grave, on va ramasser les cahiers de tous mes élèves dans les 4 classes pour vérifier si effectivement je fais un cours communiste. Et en plus, on distribue des feuilles à tous mes élèves pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de moi. C'est mes élèves qui m'ont sauvé. Alors, évidemment,
Ayant vu ça, j'ai décidé de rentrer dans la peau de la grève aussi. Parce que les élèves ayant fait grève, les professeurs aussi, quand on m'a convoqué au ministère, tous les professeurs du lycée ont décidé de faire grève pour me soutenir. Le lendemain, l'université s'est mise en grève. C'est comme ça que la grève a gagné toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Pour calmer le jeu, Houphouët a renvoyé l'ambassadeur et sa fille. Il a demandé à Israël de lui envoyer notre ambassadeur. Donc, ils sont partis. Les cours ont donc repris. Quelques semaines après, on m'a arrêté. On n'était pas encore parti à Séguéla. Un matin, Mbayabré, qui était ministre de la Défense, il arrive au camp militaire. Il nous rassemble tous sur la place d'armes et il annonce: Monsieur Babou Laurent, votre épouse est une communiste de Lyon. Nous venons de la renvoyer. Comme si communiste de Lyon, c'était plus dangereux qu'il y ait communiste de Paris ou de Moscou ou de Pékin. Mais en fait, c'était... Il y avait elle, il y avait mon fils qui avait 2 ans. Il avait 2 ans. On l'a renvoyé sans les sous. Alors qu'elle était enseignante ici, on l'a renvoyé sans les sous. On a fait 7 mois à Séguéla. Les étudiants ont été libérés. Et nous autres, on nous a conduits à l'école des forces armées à Bouaké, qui était une chance extraordinaire pour moi. J'ai découvert l'armée et tout ce que cela comporte. Les cadres de l'armée, le fonctionnement de l'armée, les institutions internes à l'armée, etc. On m'a offert gratuitement, pendant 15 mois, d'être au plus haut niveau de l'armée, c'est-à-dire à l'école des forces armées, là où tous les cadres militaires passaient. C'est là-bas, par exemple, que j'ai connu le général Gueye, qui était à l'époque capitaine. On a voulu me punir, et on m'a puni, parce que je n'étais pas content d'être là-bas. Mais, en même temps, cet aspect négatif, j'ai réussi à le transformer en aspect positif, en m'instruisant. J'avais des cahiers où j'écrivais, où j'apprenais. Donc, les soirs, j'écrivais. J'ai même écrit à Séguéla une pièce de théâtre qui a été publiée sous le titre de Sundiata ou le peuple mandingue. Le président Gbagbo est même un frère d'armes, puisqu'il a fait ses armes avec moi, j'étais son commandant de groupement. C'est un ancien militaire alors? Un ancien militaire. Et comme tel, on devrait pouvoir s'entendre toujours. Et puis, c'est un frère ivoirien. Et d'autres remarques, c'est un frère de l'Ouest. Donc, quel que soit Alpha, Gbagbo et moi, on trouvera toujours un terrain d'entente grâce au dialogue ivoirien. Ce dialogue que le président Houphouët avait toujours conseillé aux Ivoiriens. Nous avions l'UNESI, l'Union nationale des étudiants, élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais l'UNESI était traversée par 2 courants. Les alliés du pouvoir et les opposants au pouvoir. Même si nous faisions une bataille politique, les uns et les autres, dans ce mouvement, mais nous étions attachés à cet aspect syndical. Parce que chacun y trouvait son compte. Et il se fait qu'en ce moment-là, au congrès de 1968, les partisans d'Houphouët sont totalement écartés de la course à la présidence. Le président de la République dissout l'UNESI, 1968, juillet 68. Et ayant dissous l'UNESI, l'année scolaire suivante crée à la place le MESI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui est une sous-section du PDCI-RDA. À partir de ce moment-là, la lutte se radicalise, puisque c'est une sous-section. Nous faisons une grève pour empêcher sa création. Naturellement, nous sommes vaincus parce que qu'est-ce qu'une grève d'étudiants par rapport à un pouvoir politique? Rien du tout. Nous sommes vite matés. Nous allons faire un séjour de 15 jours à Akwedo.
90, quand on est venu m'annoncer que, à cause d'une coupure de courant, les étudiants de la cité universitaire de Yopougon étaient dans la rue et qu'ils avaient commencé à faire la grève. Et puis, ensuite, ça a été de l'agrénage. Ça a été toutes les cités. Puis ça a été les banques, ça a été les sages-femmes, ça a été les infirmiers, ça a été les médecins. C'était tout le monde. Et les gens étaient dans la rue. J'étais en tournée à l'ouest quand on m'a téléphoné pour m'informer que les militaires avaient envahi la cité universitaire de Yopougon. Les militaires, sous le commandement de Guy Robert, qui était chef d'état-major à l'époque, ont envahi cette cité. Des étudiants ont été défenestrés, des étudiantes ont été violées, etc. On a parlé de mort, mais très prudent, le FPI n'a pas parlé de mort. Le FPI a parlé de victimes. Les partis politiques étaient considérés comme des ennemis, mais en même temps, les syndicats aussi, qui avaient pris du poil à la bête, et surtout un nouveau syndicat, le syndicat des étudiants, la FESI. Alors pour eux, la FESI était le bras armé des partis politiques. Donc en frappant la FESI, on affaiblissait les partis politiques. Ils avaient tort, mais c'était leur conviction. Et c'était cette conviction-là qui les faisait agir. Donc nous avions réclamé, nous, une commission nationale d'enquête. Nous avons accompagné nos revendications de manifestations de rue. On a fait beaucoup de manifestations. Et au bout d'un moment, le président Houphouët a cédé. Mais avant de continuer, je dois vous dire que dans la même année 91, en décembre exactement, un projet de loi gouvernementale est arrivé à l'Assemblée nationale. La loi sur la presse, mais qui était en réalité la loi contre la presse. On avait désormais des articles des journaux qui critiquaient le régime. Mais c'était insupportable pour des gens qui avaient vécu 30 ans sous le régime du parti unique, qui avaient vécu 30 ans pendant lesquels tout écrit les encensait. Du jour au lendemain, ils passaient à des journaux qui ne les encensaient plus. Pire, qui les critiquaient. Alors il fallait mettre de l'ordre dans la maison. Donc ils ont introduit une loi contre la presse à l'Assemblée nationale. Et nous, le Front populaire ivoirien, avons décidé de manifester. Il fallait marquer le coup. Et montrer que nous n'étions pas d'accord. Nous avons fait des barricades. Et j'assume ces barricades-là. Je pense que dans un régime démocratique, l'un des fondements de la démocratie, c'est la responsabilité. Et que quiconque donne un mot d'ordre doit les assumer. Doit l'assumer. Mais le PDCI en a été meurtri. Meurtri, certains nombres d'animateurs du PDCI, pas tout le monde, 3 ou 4, ont résolu de nous infliger une correction sévère. Ils ont mis les loupards à casser des voitures et à mettre le feu à certaines voitures devant le palais de justice. Mais quand vous examinez bien, les voitures qui ont été cassées devant le palais de justice sont les voitures qui appartiennent à les avocats proches de l'opposition. Elles ont été soigneusement triées. Nous avons été attaqués, la marche a été dispersée, mais dans une violence incroyable. Et ça a été terrible. Ça a été terrible. Lui, il a échappé à la mort parce que des gens ont tiré sur lui. Quelqu'un a tiré sur lui et c'est une dame à côté qui a reçu la balle et qui est tombée. J'ai été battue, jusqu'à ce que je m'évanouisse sous les coups. J'ai revu après mon épouse à la Maca, quelques jours plus tard. Le
Le FPI, Front populaire ivoirien, est enfin reconnu. Le multipartisme est accepté en Côte d'Ivoire. La lutte est grande ouverte entre le parti au pouvoir et l'opposition. Laurent Gbagbo est convaincu que le pouvoir politique ne peut être un cadeau. Il faut se battre pour le gagner. Les marches et les manifestations qui sont les armes de l'opposition sont violemment réprimées et conduisent les principaux leaders à la MACA, la maison d'arrêt d'Abidjan. C'est sans doute le prix à payer pour accéder au pouvoir.